Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Bienvenue sur Sud Radio, on est bien sur Sud Radio en ce jeudi 19 février, il est 13h05, je reçois une personne très importante qui s'appelle Virginie Martin, qui mène un combat certain, et elle a rédigé aux côtés de Bruno Cotresse un document. C'est un traité, c'est un document, c'est un essai en même temps qui s'appelle Jeu de pouvoir. Jusque là ça va, Jeu de pouvoir, mais attention, il est analysé sous le prisme des séries télévisées quand les politologues regardent des séries, regardent des séries. En deux mots, et vous allez expliquer, Virginie Martin, à quoi consiste. Aujourd'hui, le débat politique, les orientations politiques ne sont peut-être plus inspirées par des grands récits de l'histoire, mais par des séries télévisées du monde entier, américaines notamment, mais françaises aussi. Et vous avez considéré qu'en consultant différents politologues, de leur demander de décrypter chacun une série télé, on a aujourd'hui un tableau du discours politique, des orientations, de la philosophie politique qui est aujourd'hui en cours. Comment vous est venue cette idée de faire cette compilation et cette synthèse de ce série de jeux de pouvoir? Bon, merci pour l'invitation, Perico. L'idée nous est venue parce que, voilà, moi, ça fait une dizaine d'années que je consacre beaucoup de temps à regarder et à analyser des séries. Évidemment, peu à peu, à force de les regarder, on voit à quel point c'est un objet de soft power absolument incroyable. Le Japon est devenu quasiment une coqueluche internationale grâce aux séries, les mangas, la Corée, évidemment depuis bien longtemps les États-Unis, Israël. Enfin, c'est absolument colossal en termes de puissance narrative et d'imaginaire que ça déclenche. Et finalement, je me suis dit, tiens, ça ressemblerait à une sorte de traité de sciences politiques, mais bien plus accessible, qui passe par l'imaginaire, par la chair, par la fiction. Et donc voilà, toutes ces séries ont été rassemblées dans ce livre avec les meilleurs politologues d'entre nous, et on en est très heureux. Comment vous est venue cette conscience que aujourd'hui, le phénomène de la série télévisée pouvait être une source d'inspiration, que peut être un vivier d'orientation politique, de décryptage, de description, qui permettent aujourd'hui à des candidats, à des partis politiques, à des mouvements, à des élus, de puiser dans cette réalité, parce que, si je comprends bien, les réalisateurs, les producteurs de ces émissions le font aussi dans le sens d'un message à faire passer, bon ou mauvais, acceptable ou pas acceptable. Et là, vous avez dit, bon, on va choisir. Donc, c'est vous qui avez choisi les séries, ou ce sont les politologues que vous avez consultés qui vous ont dit, moi, je voudrais parler de celle-là ou celle-là. Genre, Benjamin Morel sur le Parlement ou Gaël Brustier sur The Young Pape. Ou c'est vous qui avez dit d'abord, voilà les séries que nous avons sélectionnées avec Bruno Cotresse, et on voudrait un décryptage. On a fait un peu les deux, en fait. On a d'abord convoquer, si je puis dire, et inviter nos amis et collègues, parce que c'est un livre d'amitié aussi, il faut le dire, il faut le préciser. Et donc on leur a demandé, à chacun finalement, prends ta série préférée. C'est que des pointures, je précise. C'est Michel Vivorca, c'est Janine Mosus-Lavaux, c'est Arnaud Mercier. Et on sent qu'ils ont pris plaisir à écrire ce texte, un peu de façon inattendue. Bon, je pense que le phénomène, ils le connaissaient, ils l'ont eux-mêmes souvent dénoncé ou souligné. Et là, ils sont allés sur le terrain, et leur description, la collusion qu'ils font entre le programme, la nature, le contenu de la série télévisée et ensuite le discours de l'homme politique, il est fascinant. Pour ça, j'encourage toute la classe politique à lire ce bouquin jusqu'au sommet de l'État. C'est très éclairant. Conclusion, il y a une vraie collusion, je veux dire, entre maintenant l'univers de l'écran télévisé et ce qu'on entend et ce qu'on voit dans le monde politique mondial. Oui, on peut dire qu'il y a une collusion, parce que par exemple, certains communicants ou directeurs de cabinet ou autres, ou journalistes politiques, sont aujourd'hui consultés par les scénaristes et par les producteurs. Parfois, ils sont eux-mêmes scénaristes, ils ne sont pas simplement consultants. Donc, on voit bien, de toute façon, déjà, en termes de professionnalisation, si je puis dire, les producteurs de séries vont chercher dans les professionnels qui font de la politique, justement, leur inspiration directe. Et en contrepoint, bien entendu, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on voit bien le côté mise en série, mise en communication, mise en publicité de plus en plus forte, évidemment, de la classe politique et de la communication politique. On le voit. Regardez, on a eu à un moment donné, je crois que c'était chez les jeunes, Macron, qui disait Macron, acte 1, acte 2, saison 1, saison 2, saison 3. Même le vocabulaire est devenu le vocabulaire de la série et de la fiction en série.
Donc ça aussi, bien entendu, après c'est tout le monde de la rapidité, du TikTok, de l'Instagramisation de la politique, c'est tout ça aussi qu'on voit dans ces séries. Mais on le voit, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est vrai que le livre réunit les meilleurs politologues, certes, mais en même temps, on passe par la chair, on passe par les intrigues, par la fiction, comme je le disais tout à l'heure, par l'imaginaire. Et c'est vraiment fascinant de ce point de vue-là, parce que on passe derrière le rideau, on va dans les coulisses en définitive, et évidemment l'intrigue nous tient, et en même temps on fait de la politique. On est loin des Dames de la Côte, des Rois Maudits, de Château-Vallon, où il y avait peut-être un message, allez le savoir, il faut aller le chercher loin. Là, vous dites bien, les producteurs, les scénaristes introduisent dans leur scénario une forme de message où ils créent un contexte politique qui peut permettre une inspiration, qui peut permettre à des hommes politiques de venir puiser quelques éléments. C'est une pratique américaine, c'est ce qu'on appelle le soft power un petit peu. Oui, en tout cas, c'est le soft power, ça serait plutôt, si vous voulez, de rendre puissant un pays. Et par exemple, de rendre la Maison Blanche comme faisant partie de notre imaginaire quasi quotidien, parce qu'on la voit dans toutes les séries et dans beaucoup de films américains. C'est ça un petit peu aussi, c'est rendre familier et familière certaines figures. Mais là où ça peut avoir de l'influence, parfois cynique, attention aussi, de la mauvaise influence, parce que ça donne quand même de la politique, un côté cynique, manipulateur, ancré sur la communication. Ça aussi, c'est pas non plus toutes les séries ne sont pas, je sais pas si vous la connaissez, mais The Designated Survivor, qui est très gentillette, si je puis dire, en termes de gestion de pouvoir. Là, typiquement dans une série comme Scandale, c'est beaucoup plus violent et c'est beaucoup plus cynique, comme on avait vu à l'époque en France avec Baron Noir, ce qu'on avait vu avec Baron Noir. Est-ce qu'on peut considérer que la France a mis du temps à comprendre que c'était un vecteur du récit, donc des mythes collectifs? Parce que là, on est dans le mythe collectif. On est vraiment dans le mythe collectif, absolument. Et la France a encore du retard. La France a encore du retard. Clair, attention. Ça apparaît clairement. Mais ça apparaît clairement. Alors, on aurait pu prendre aussi, qui est fait quand même aussi par de la production française, Les Sauvages avec Roche Dizem. Oui. Ça aurait pu être intéressant. Ce n'est pas dans le livre. En revanche, on a pris évidemment La Fièvre en place. Dans l'ombre, c'est, rappelons-le quand même, c'est tiré du livre d'Édouard Philippe, au tout départ, bien sûr. Et de Gilles Boyer, et ça a donné donc cette série sur France Télévisions. Et là, La Fièvre, voilà, il y a quand même des productions vraiment 100% françaises, ça existe, ça commence à exister. Ils sont classés par chapitre, on commence le premier par catégorie, sans sonnerie. On commence par la première partie pouvoir, élection, institution. Ensuite, il y a communication politique, récit et opinion publique, tension démocratique, tout ça est très classé avec des analyses très pertinentes, et violence, trauma et conflits. On reprend La Fièvre par exemple de Éric Benzekri, on est quand même là pour le coup ça nous touche, c'est dans une lecture républicaine universaliste, c'est au chapitre communication politique. On voit bien qu'il y a un message politique très clair, et c'est Charles Biondi qui l'analyse. C'est Charles M. Biondi, exactement, politologue aussi. Oui, le message politique est très clair, c'est cette radicalisation via les réseaux sociaux qui est montrée dans La Fièvre, cette hyper-fragmentation, cette société du like, cette société aussi de l'attention, où il faut évidemment être toujours plus outrancier si on veut capter l'attention. C'est ça, en fait, le problème. Et là, aujourd'hui, on le voit. Et si vous voulez, c'est aussi, évidemment, ces extrêmes droites, ces extrêmes gauches qui vont jouer avec ces réseaux sociaux de plus en plus. Mais à un moment donné, il va y avoir ce que Charlène appelle une performativité, en fait, de la technologie. Une performativité, c'est quoi? C'est que finalement, ces réseaux sociaux amènent de plus en plus de radicalité, qui amènent de plus en plus de radicalité et qui peuvent tout d'un coup atterrir sur le réel. C'est bien ça, ce qu'on est en train de vivre cette semaine. Et en tout cas, on le voit bien dans ce livre, je rappelle le titre, Jeu de pouvoir, Virginie Martin et Bruno Cotteret. On parlera un petit peu de Bruno Cotteret qui n'est pas là, quand les politologues regardent des séries. Vous êtes sur Sud Radio, vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300. Je voudrais avoir votre avis, parce que je sais, vous regardez tous la télévision, vous savez ce que sont les séries télévisées. Je suis persuadé que vous vous êtes souvent posé la question, mais est-ce que là il y a un message subliminal, ou
lorsque vous entendez un homme politique parler, ne s'est-il pas inspiré quelque part de telles séries télévisées? Ou tout simplement, est-ce que cette doctrine ne nous vient pas des États-Unis à travers le grand écran? Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire subliminalement laver le cerveau? Et c'est bien ce que soulève dans ce livre Virginie Martin. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel et Virginie Martin se fera un plaisir, une joie, ou d'éclairer vos doutes, ou d'apporter la précision qui vous manque pour bien décrypter ce phénomène politique qui est celui de notre temps. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. On a donc appris hier que 2 assistants parlementaires de Raphaël... Nous sommes bien sur Sud Radio. Oui, il y a des assistants parlementaires qui font des bêtises, mais moi je suis avec Virginie Martin. Je cherche aussi le nom de Bruno Cotresse parce que il est important de dire ce sont deux. Vous êtes des observateurs tous les deux de la vie politique française. Depuis longtemps. Voilà, et nous essayons de comprendre en quoi les séries télévisées peuvent influencer le débat politique et les orientations politiques de certains leaders. Dans la Somme, il y a beaucoup de séries qui sont citées, elles sont décryptées par des politologues. Virginie Martin, quelle est celle dont on peut dire qu'elle est bien représentative de, j'allais dire, la démarche que vous allez faire, ce livre, le contenu? Ça dépend. Elles sont toutes parlantes. Oui. Alors, par exemple, sur la communication politique, qui est quand même quelque chose aujourd'hui d'extrêmement important, je pense que c'est Scandale qui est la plus intéressante, parce que c'est vraiment le travail de cadrage, recadrage des scandales politiques. Alors, ils peuvent être économiques, financiers, sexuels, ce que vous voulez. Mais voilà, c'est comment, en fait, ce génie qu'est Olivia Pope, qui est donc l'héroïne finalement de la série Scandale, comment est-ce qu'elle va gérer la crise, les crises. Donc, comme là, on est dans le chapitre communication politique. Voilà, mais ça, c'est extraordinaire. Et oui, mais c'est vraiment extraordinaire qui est au cœur du débat actuel. C'est au cœur du débat actuel. C'est au cœur. On le voit tous les jours. Il y a ce qu'on appelle le cadrage, le contre-cadrage. Il y a les sophismes. Il y a tout cela. Et Olivia Pope travaille comme cela tout le temps, avec aussi les images, comment on met en scène, physiquement, en photographie, justement le récit, c'est extraordinaire. Virginie Martin, vous avez voulu le traiter vous-même, ce chapitre-là. Scandale, oui. Scandale. Pourquoi vous avez voulu faire vous? Parce que je suis vraiment fascinée. Je trouve que c'est une série qui est très 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 bien conçue, très bien montée. Ça fait je l'ai aussi regardé plusieurs fois. Pour nos auditeurs qui ne savent pas, qu'est-ce que Scandale? C'est une série qui parle de quoi? C'est une série, oui. C'est américain, et c'est Olivia Pope qui est une relation. Enfin, elle est au départ, elle s'occupe des relations presse, et puis finalement, elle finit par être une gestionnaire de crise. Donc une communicante. Oui, voilà, mais elle finit par être une gestionnaire de crise de la Maison Blanche. Et donc voilà, et la mise en scène est extraordinaire. Il y a des spin doctors derrière, des spin doctors, donc des directeur de la communication et directrice de la communication. Il y a les stratèges du pouvoir, les mots-clés, qu'est-ce qu'on va dire, il y a aussi les conférences de presse. Mais en même temps, ce qui est sympathique dans la série Scandale, c'est que c'est aussi... c'est tellement intriguant, c'est tellement fort qu'il y a aussi de l'émotionnel. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que j'adore aussi dans les séries, c'est qu'on fait de la politique sans le savoir. On rentre dans la politique la plus classique sans s'en apercevoir, parce qu'on va rentrer évidemment via les émotions. Scandale est une série américaine. Elle parle bien de situations qui sont à Washington, à la Maison Blanche. Pour autant, on voit bien, et en le lisant, je me suis dit que vous n'aviez pas des arrière-pensées. Vous faites quand même une collusion entre... Alors, on va parler le rapport entre les médias et la politique. Aux États-Unis, on sait ce que c'est. Et la presse a souvent fait tomber des présidents des États-Unis. Et quand elle déclenche un scandale, ça va jusqu'au bout. C'est Mediapart puissance 1000. En France, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, à travers Scandale, des relations entre les médias et la politique? C'est un vrai sujet, nous sommes bien d'accord. C'est un vrai sujet. Avec des zones d'ombre extrêmement douloureuses parfois. C'est ça, c'est un vrai sujet, parce que on a toujours envie de se dire que si, par exemple, Dominique Strauss-Kahn avait eu les mêmes déboires sur le sol français, peut-être qu'aujourd'hui, il n'aurait pas été inquiété comme il a été inquiété aux États-Unis. Donc les Américains, là-dessus, sont beaucoup plus puritains regardant que nous. Les médias ne laissent rien passer, beaucoup moins.
Ici, c'est vrai que les médias, quand il s'agit d'affaires privées et conjugales, jusqu'à un certain point, évidemment. Oui. Alors, il y a la vie privée et la vie publique. Voilà, c'est ça. On respecte la vie privée. On respecte la vie privée. Mais quand elle déborde, c'est évidemment l'histoire de Mazarine Pinjot et de François Mitterrand, qui était un peu un secret de polichinelle dans le tout Paris médiatique. Mais voilà, on respecte la vie privée. Ceci ne nous regarde pas. C'est comme ça qu'on le dirait en France. On voit très bien dans une série comme Scandale qu'on considère aux États-Unis finalement que votre vie privée, votre vie publique sont un continuum. En fait, c'est ça. Si vous n'êtes pas correct dans votre vie privée, vous ne pouvez pas être tout à fait correct dans votre vie publique. Et donc, on parle évidemment de Monica Lewinsky dans le livre, parce que dans Scandale, ils en parlent. Voilà, donc c'est un grand changement de paradigme éthique et moral, évidemment. Virginie Martin, les journalistes de culture anglo-saxonne, anglais-américains, vous disent « Nous ne prenons même pas un café avec un homme politique. C'est une interview au téléphone ou dans leur bureau. On vient avec notre calepin. On se serre peut-être la main, bonjour, au revoir. Voilà, il n'y a pas la moindre intimité. En France, nous avons des journalistes politiques, des patrons de presse, dont vous apprenez qu'ils sont allés au baptême du ministre, qu'ils ont été dans l'avion du ministre. Là, bon, l'affaire Epstein en a révélé quelques-uns, mais j'ai connu autour de moi. Alors, ils vous disent, oui, mais j'ai obtenu dans cette intimité, cette confidentialité, des renseignements que j'aurais pas eu dans une relation très solennelle. Ça se finit souvent avec des grands patrons de presse. Je pense à Franz-Olivier Gisbert, pour lequel j'ai une estime infinie. On est en relation assez proche du chef de l'État, de l'homme politique. Il se confesse, on prend des notes, et puis quand il est plus au pouvoir, on balance. Et ben alors, attention à côté de qui on est. Est-ce qu'il n'y a pas quand même j'allais dire, des relations particulières, voire malsaines, entre la presse politique et la classe politique française? Dans certains cas, pas toujours, bien entendu. Dans certains cas, oui, mais c'est vrai qu'il y a aussi des journalistes politiques, et j'en connais, qui ont cette ligne, justement. Jamais de déjeuner avec un politique. Voilà, c'est une ligne. Mais c'est souvent des gens qui ont travaillé à l'étranger. Effectivement. Il y a une éthique. Donc là, vraiment, il y a une éthique. C'est ça. Et ils n'ont pas fait toute leur classe en France. Et du coup, ils ont appris ailleurs, finalement, leur métier aussi de journaliste politique. C'est dans la charte des journalistes. Pas de collusion. Alors, est-ce que pour avoir le renseignement, Jean-François Kahn, mon maître, me disait, pour avoir une information, il faut presque, j'allais pas, entre guillemets, il faut peut-être violer les règles pour avoir l'information que Sansan ne te donnera pas. Ou pas. À quel prix? Ou pas, parce qu'une fois que vous êtes dans cette intimité, on le voit, on est tout de suite après dans la retenue, on fait attention, on n'ose plus dire exactement ce qu'on pense, parce que peut-être qu'après le deuxième déjeuner se passera pas bien, et puis peut-être il n'y aura pas de troisième déjeuner, parce que l'homme politique aussi, ou la femme politique, elle attend quelque chose de ce déjeuner. Donc c'est un peu du donnant-donnant. Donc la frontière un peu étanche n'est pas si mauvaise, je pense. Alors, la reine du Sud, Michel Vivorca, une figure, hein. Il parle de narcotrafic et violence nord-sud. La reine du Sud, parlez-nous de cette série. Pourquoi Vivorca l'a choisie? Alors, qu'est-ce qu'elle raconte qui fait que Vivorca a pu nous faire cette analyse si pertinente? Mais je pense que Michel Vivorca avait très envie de parler de violence, vraiment. Et la Reine du Sud, c'est quand même le laboratoire de la violence. On est dans le narcotrafic entre le sud de l'Amérique et les États-Unis. On est vraiment dans ce laboratoire de la violence. Et je crois que Michel avait très envie aussi de raconter cette banalisation de la violence dans le cadre du narcotrafic. Et je trouve qu'il a eu quelque part une intuition très forte. Aujourd'hui, on parle de narcotrafic quasiment tous les jours. Et c'est vrai qu'il y a un vrai sujet là-dessus, dans laquelle la Reine du Sud nous embarque. Mais la Reine du Sud est intéressante, et Michel le dit, je crois. Il dit, attention, elle ne banalise pas la violence. Il y a toujours une violence pour quelque chose. Pour quelque chose. Mais ce que décrit Michel dans le cadre du narcotrafic et de ce laboratoire de la violence qu'il décrit via la Reine du Sud, il dit, là, à un moment donné, on ne sait même plus pourquoi on est violent. En définitive, on ne sait même plus ce qu'on défend. Est-ce que ce sont toutes des bonnes séries où il y en a qui sont pas très bonnes sur le plan artistique, télévisuel, mais dont le message est très fort, et d'autres qui sont au contraire, elles sont très bien tournées, qui sont captivantes, et dont le contenu est un petit peu plus faible? Est-ce que vous... Celle qui est sublime à la fois dans les messages, dans la page d'histoire qu'elle tourne et dans la réalisation, c'est Mad Men.
Oui. Évidemment, hein, c'est vraiment le début de justement de la communication politique et du marketing politique dans les années 60. C'est Philippe Marlière qui la traite. Exactement, 50-60 aux États-Unis, c'est une page d'histoire. C'est cette série, c'est bien plus qu'une série, c'est une encyclopédie. Donc là, c'est extraordinaire et la forme et le fond sont absolument parfait, vraiment, les deux sont parfaits. Il y a des séries peut-être un peu plus faibles, comme En Place, par exemple, qui va raconter l'ascension d'un jeune noir de banlieue et qui va essayer d'être président de la France. Donc la série est truculente, elle est ironique, elle est drôle, elle est humoristique. Bon, la réalisation n'est pas extraordinaire, mais on rentre quand même dans des vrais sujets. Voilà comment des gens issus de la diversité peuvent arriver au sommet du pouvoir en France, comment on passe de l'autre côté du périph' pour revenir dans le centre parisien. Voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont intéressantes et qui sont traitées par le spécialiste de la communication politique en plus, Arnaud Mercier. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur Dans l'ombre, une campagne présidentielle pas comme les autres. Vous la traitez avec Bruno Cotteret justement. Ouais. On va faire on va marquer une petite pause. Vous nous appelez au 0826 300 300. Vous avez vu la teneur de mon échange avec Virginie Martin. Vous connaissez toutes ces séries télévisées. On va parler de Parlement. On a parlé de La Fièvre, The Good Fight, Years on Years. C'est vrai que c'est En Thérapie. Là, on a parlé de La Réunion Sud, Faouda. Si vous en avez vu, et surtout dites-nous, appelez-nous pour les dire oui, effectivement, on a l'impression que la classe politique, que le discours politique français est influencé non plus par Victor Hugo, Zola, Saint-Simon, mais par des séries américaines ou françaises. Et ça explique peut-être des choses qui se passent aujourd'hui. On se dit, mais comment ça se fait? Voilà, vous nous appelez au 0826 300 300 sur Sud Radio. On retrouve Virginie Martin dans quelques instants. 10-14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Mais on est très bien sur Sud Radio en ce jeudi 19 février parce que je reçois Virginie Martin. Je reçois souvent des hommes politiques, des économistes, des enseignants, des gens qui viennent raconter la souffrance ou les joies de la société française. Et Virginie Martin, vient nous parler de l'influence des séries télévisées dans lesquelles nous vivons. On en a ras-le-bol des séries télévisées et on dit la France va mal parce qu'il y a trop de séries télévisées. C'est pas qu'elle va mal, c'est qu'il y en a qui puisent à l'intérieur de ces séries télévisées leur discours politique, leur orientation. Si ce n'est pas que la série télévisée elle-même a été conçue pour proposer un programme ou un discours politique à nos élus. Virginie Martin, le premier chapitre abordé, première partie pouvoir, élection, institution, Dans l'ombre, une campagne présidentielle pas comme les autres. Alors vous l'écrivez avec Bruno Cotteret, on est bien dans la campagne présidentielle telle qu'elle est vécue aujourd'hui. Absolument, avec ses coups bas, ses pièges. C'est une campagne. On voit la violence, vraiment. C'est une série assez brute. Les réalisateurs l'ont voulu comme ça? Absolument. Ils l'ont voulu comme ça. En plus, je les ai rencontrés. Donc, effectivement, ils ont voulu garder, si vous voulez, cette brutalité de la politique. Est-ce qu'on peut les classer politiquement? C'est ce qui n'est pas interdit. Est-ce qu'ils peuvent être plutôt de gauche, de droite? Tous les réalisateurs en général, ils sont eux-mêmes? Ils sont plutôt... même en France, globalement, ça ne veut pas dire tout le monde, attention, ils sont plutôt dans le camp, on va dire, progressiste. Ils sont aux États-Unis très anti-Trump, ils sont plutôt du côté de tout ce qu'on peut appeler diversity, pour le dire en anglais, ou ce que certains appellent en France wokisme, un mot qui ne me plaît pas du tout, mais que j'emploie pour faire plus simple. Ils sont plutôt là-dedans. Ils vont quand même valoriser les minorités visibles, les femmes, tout ce qui est un peu marge de la société. Il faut un peu passer leurs opinions, ils ont le droit. Bien sûr. C'est peut-être ça qui les motive au départ, et ça retire rien à leur talent, à leur sincérité. Mais regardez par exemple les chroniques de Bridgertown qui sont faites par Shonda Rhimes. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une femme afro-américaine et c'est vrai qu'elle prône en définitive une diversité. Elle revoit finalement un passé tout à fait campé dans l'histoire. Elle va mettre des personnages noirs à l'intérieur pour justement un peu choquer et bouleverser les représentations dominantes. Donc on voit bien le message politique, il est extrêmement clair. C'est pareil aussi sur les orientations sexuelles. Il y a beaucoup dans les séries, il peut y avoir beaucoup de personnages qui sont gays, lesbiens, etc. Virginie Martin, y compris dans les séries françaises, on voit bien qu'il faut les quotas de minorités, que ce soit la pigmentation, que ce soit l'orientation sexuelle, dans les publicités. Est-ce que ça,
ça, c'est alors on sort un petit peu du sujet des séries télévisées. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un code, il y a un dogme où il faut faire attention à n'oublier personne et à créer la diversité, quitte à ce qu'elle soit quelquefois artificielle ou qu'elle ne représente pas une réalité sociologique? Alors, je ne sais pas si il faut cocher, mais en tout cas, il est important peut-être de représenter le plus de monde possible, en définitive. Parce que quand vous regardez une série ou un film... Ça rassure qui? Je vous explique. Quand vous regardez une série ou un film, le processus d'identification qu'on a bien étudié dans le roman d'antan, à un moment donné, il faut que vous puissiez un peu vous identifier. Si par exemple vous avez une série où il n'y a pas une seule femme de pouvoir, vous allez finir par vous identifier, je sais pas, à la maman, à la secrétaire, à la serveuse, mais pas à la communicante, à la présidente de la République, à la sénatrice, etc. Donc c'est difficile aussi de ne jamais pouvoir faire ce processus d'identification. Vous voyez, donc il ne faut pas non plus complètement caricaturer ces cases qui sont peut-être cochées. Et c'est vrai qu'elles peuvent être ici ou là caricaturales. Je ne dis pas le contraire. Mais vous comprenez bien qu'à un moment donné, si vous ne vous adressez pas à tout le monde, votre public, vous le perdez aussi. C'est aussi une histoire marketing, attention. Vous pouvez perdre votre public. Si aujourd'hui, vous faites une série, par exemple, vous parliez Dans l'ombre, série écrite au départ, inspirée du livre d'Édouard Philippe et Gilles Boyer. Dans l'ombre, l'homme est en fauteuil roulant, est en situation de handicap, et en face, sa concurrente est une femme, puisque c'est une concurrente, et elle est jouée par Karine Viard. Donc on voit bien, effectivement, que là, même dans une série très brutale politiquement dans la campagne, eh bien oui, on représente quand même, en tout cas, des fragilités. Alors, vous parlez de handicap. Typiquement... Page 38, le sous-chapitre, c'est le handicap, point aveugle de la science politique et de la politique. Vous écrivez, cependant, cette figure reste exceptionnelle et pose la question du modèle dominant d'intégration politique. Faut-il être exceptionnel pour être accepté? En revanche, il peut être mobilisé comme une figure d'unité. L'individu en fauteuil n'est pas perçu comme un danger pour l'ordre établi, mais plutôt comme une figure pouvant fédérer, une fois dépassé le stigmate, par le dépassement et la résilience. Virginie Martin, je me permets de dire, vous avez été touchée par le handicap. Absolument. Vous êtes battue, vous avez écrit, vous l'assumez. Vous en avez fait d'ailleurs, vous êtes une des personnes qui en France en a fait un enjeu politique. Et aujourd'hui, le handicap fait partie des revendications, des prises de conscience. Et vous êtes reconnu, je connais bien le monde du handicap, vous êtes reconnu comme une penseuse de la chose. Vous avez introduit cet élément dans l'ombre. C'est aussi un vrai sujet. Est-ce qu'un homme politique en fauteuil roulant, comment s'appelait cette série télévisée américaine où l'inspecteur était L'homme de fer. L'homme de fer, vous vous souvenez? On était là. Et c'était le fait qu'il était en fauteuil roulant qui donnait encore plus, j'allais dire, de pugnacité à sa détermination. Faut le vivre comment aujourd'hui, un handicap, quand on est en politique? En politique. C'est d'abord une exclusion. C'est une exclusion. Vous le maintenez, ça? C'est une exclusion. Bien sûr. Vous êtes en fauteuil roulant, par exemple, ou admettons, prenons le cas du fauteuil roulant. On sort du rail, ou de la mobilité réduite, en tout cas. On peut aller aucune part, surtout. Déjà. Enfin, dans les locaux de Sud Radio, oui. Mais on peut aller aucune part. Alors, vous dites, tous les médias ne sont pas... J'espère que vous êtes bien reçus. Voilà. Ici, oui. Ici, non, mais vous êtes rentré en marchant. Voilà, tout à fait. Mais il y a des médias où les choses ne sont pas forcément prévues. Il y a un média que je ne citerai pas, que je ne peux pas faire, parce qu'ils ne peuvent pas accepter les personnes à mobilité réduite. Hallucinant. De grande audience ou non, sans nommer le nom? Enfin, oui, une audience assez importante quand même. Je pense que le simple fait que vous les interpelliez, à mon avis, ils vont trouver une solution. Je ne sais pas, ils le regrettent, mais qu'est-ce qui est fait? Rien. Donc en politique, ça veut dire qu'il y a plein de lieux où vous ne pouvez pas accéder. Or, la politique vous demande d'aller partout, d'être partout tout le temps. Vous voyez? Donc évidemment que tout mouvement de la part d'une personne en situation de handicap devient extrêmement complexe. Alors évidemment, là, dans la série, il est très accompagné, on s'en doute, il y a une équipe de campagne et compagnie. Mais ce qui est fabuleux, je trouve, dans cette série, qui a peut-être été un peu sous-évaluée, parce que son audimat n'est pas génial sur France Télé, c'est à la fois la figure du héros, que doit être ce président de la République, la rencontre d'un homme et d'un pays, etc. Et en même temps, on le voit souffrir profondément dans sa chair quand il fait ses séances de rééducation avec son kiné. Et ça, c'est extraordinaire. Néanmoins, pour le meeting final de la campagne présidentielle, évidemment qu'il se doit de se lever de son fauteuil.
Et donc, il doit quand même ressembler à un héros. C'est le discours d'un roi où Georges VI doit maîtriser, il consulte d'ailleurs un spécialiste pour maîtriser son bégaiement. Voilà. Et il fait son discours et il ne bégaye pas, et il y a une préparation psychologique. On a tous en tête l'image du président Franklin Roosevelt à la fin de la guerre au sommet de Yalta. Il est frappé de polio, il n'y a pas de fauteuil roulant, il est dans sa Jeep, et Winston Churchill est à côté de lui, et le tient par le bras. C'est une image très forte. Ils viennent de gagner la guerre mondiale, ils vont la gagner, et on sent que voilà, les deux sont, il y a celui qui peut marcher, celui qui peut pas marcher, mais malgré son handicap, il a écrasé Hitler, malgré le fait qu'il soit dans une Jeep. Après l'ombre, il y a d'autres sujets. Je voudrais quand même qu'on dise un petit mot, parce que j'apprécie beaucoup Benjamin Morel, qui est un décrypteur pertinent, un politologue, un observateur Parlement. Est-ce que on peut s'approprier? Est-ce que la série permet de donner les codes de l'appropriation de l'institution? Pas évident, ou peut-être au contraire. Je ne vais pas dire qu'il a ramé, mais dans le texte, on sent qu'il, voilà, on voit bien où il veut en venir. Mais non, c'est difficile, parce que c'est une série ironique, humoristique. Dites-nous en deux mots ce que c'est Parlement comme série. Parlement, c'est vraiment l'histoire d'un jeune assistant parlementaire qui suit donc un parlementaire européen qui ne comprend strictement rien à l'Union européenne, qui ne sait même pas ce qu'il fait là, et lui essaye de se débrouiller de ce magma d'incompétence, et aussi du cynisme finalement quelque part qui est aussi dans cette Union européenne, et puis que les gens sont complètement largués dans ces couloirs extrêmement bien filmés dans la série. Donc c'est une série extrêmement drôle. Et il y avait aussi un petit côté, moi j'aimais bien remarquer cela, c'est que tout le monde continue à parler en anglais au Parlement, alors que l'Angleterre n'est plus là. Et c'est tellement drôle aussi et tellement ironique de voir cela. Victoire de la langue anglaise. Merveille. Alors que voilà, au Parlement européen, on aurait pu penser, en plus qu'un des deux est à Strasbourg, l'autre est à Bruxelles, que la langue française aurait été. On parle français aussi, bien sûr. Oui, Parlement. Alors vous avez vu que les assistants parlementaires sont un petit peu au cœur de l'actualité en ce moment. Ceux-là sont très gentils. Ceux-là sont gentils. Rassure, ils ne tuent pas, ils ne cassent la gueule à personne. Ils essayent juste de se débrouiller. Voilà. Et on sent bien que Benjamin Morel, qui est baigné dans ce milieu politicien français, voit bien qu'il y a aussi des intrigues de couloirs, quels que soient les cabinets, les institutions. On voit bien à travers ces séries télévisées et les différentes analyses, il y a quand même un peu les noirceurs de l'âme humaine qui apparaissent, et aussi les gens qui sont habités par des convictions sincères. On voit bien la différence entre certitude et conviction. Ces séries télévisées les font ressortir. Et donc, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il y en a dans le lot que vous avez fait dont on peut écouter l'enseignement, dont on peut suivre la recommandation? Elles sont positives. C'est pas Saint-Simon, c'est pas Victor Hugo, je suis d'accord, mais quelque part, les problèmes qu'elle pose et la façon dont elle les pose sont respectables, et qu'un homme politique s'en inspire, c'est pas si grave que ça finalement, par rapport à d'autres qui peuvent vous envoyer dans le mur. Sur les séries qu'on a choisies, peut-être que celle qui est très dure, mais qui peut-être peut être vraiment inspirante sur les victimes du terrorisme, c'est En thérapie, que fait Janine Mossus-Lavaux, la brillante politologue Janine Mossus-Lavaux. Et En thérapie, la psychanalyse est-elle politique, voilà, c'est la question qu'elle pose. La psychanalyse est-elle politique, et voilà, c'est... Alors, c'est un chapitre un petit peu plus dense au niveau lecture. C'est ça. D'un certain niveau, alors formidable, voilà, mais il faut s'y poser un peu plus longtemps. Et ça soulève un problème essentiel. C'est ça. Le post-traumatisme, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, voilà, en tout cas, c'est vraiment important. Je trouve que c'est un enjeu important. Je trouve aussi, peut-être, sur la question du financement des partis politiques. J'ai traité dans le livre de la série The Good Wife, qui a une grosse audience. Formidable, The Good Wife. Formidable série aussi, très bien réalisée. Vous la faites celle-là. Voilà. Financiarisation du politique, une plongée dans le capitalisme électoral. Et c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait si on considère que finalement, plus on a d'argent, plus on gagne une campagne électorale. Référence américaine. Bien sûr. Bon, on sait que là-bas, ce sont des dizaines de milliers, des centaines de millions de dollars. Alors qu'en France, ici, on a la loi Rocard qui vous dit que si vous dépassez de 30 centimes votre café, vous êtes invalidé. C'est ça. Mais en plus, on le voit là, dans les campagnes électorales actuelles pendant les municipales, on voit vraiment la crainte des gens qui s'engagent sur ces campagnes municipales et qui regardent effectivement le moindre café, le moindre bic acheté, parce que ça va être un problème. Attention, ça va rentrer dans les frais de campagne.
campagne. Donc il y a aussi une terreur, et je pense que dans ces moments où plus personne n'a très envie de s'engager en politique, ce couperet financier, il est très dur, il est nécessaire, attention. Mais là, c'est vrai que c'est devenu un petit peu angoissant. Vous parlez actuellement à des gens qui sont en campagne électorale, ils vous parlent plus des comptes de campagne que de leurs idées. Nous sommes avec Virginie Martin, co-autrice de Jeux de pouvoir quand les politologues regardent des séries télévisées. Un traité politique et pédagogique, faut dire ce qui est. Je veux dire, c'est un délice à rire. Appelez-nous au 0826 300 300. Je suis persuadé que vous avez forcément une idée sur la question. Est-ce que la télé nous bourre le mou? Et est-ce que les hommes politiques, au lieu d'aller faire leurs études, consulter les grands textes de l'histoire de France, les philosophes, les sociologues, ils regardent la télé et ça leur fait un programme clé en main pour gagner l'élection présidentielle. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galassou prendra votre appel et Virginie Despentes y répondra. Virginie Martin. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Nous sommes dans un très bon état parce que je reçois Virginie Martin qui a fait ce décryptage des séries télévisées, notamment américaines, françaises, dont pourraient s'inspirer ou dont se sont inspirées ou dont vont s'inspirer notre élite politique. Formidable. Au lieu d'aller puiser à la Sorbonne, et dans les universités, on regarde une série télévisée et on a le programme clé en main. C'est formidable, il n'y a pas à se prendre la tête. Virginie Martin, pourquoi la majorité de ces séries sont américaines ? Parce que les États-Unis, historiquement, de toute façon, jouent toujours de leur soft power médiatique et fictionnel. Ça a été Hollywood et les grands films à une époque. Ils mettent beaucoup d'argent sur la table. Ils veulent vraiment que l'Amérique existe dans le monde. Et en fait, c'est vraiment une forme d'impérialisme culturel, ni plus ni moins. Mais ils mettent de l'argent, ils mettent les moyens. Et dans les séries aujourd'hui, ils mettent aussi beaucoup de moyens. Ils donnent beaucoup d'argent. Alors les scénaristes aujourd'hui se plaignent, c'est Netflix, etc. Bien sûr, mais néanmoins, il y a un argent considérable, il y a des producteurs qui veulent raconter des histoires à partir de l'Amérique. Le fric, ça crée tout de suite une différence avec ce qu'on peut faire en France. On a de bons scénaristes en France, on a des idées, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On n'a pas de pétrole. Alors qu'eux, ils en ont. Et les idées, pour faire une série, ça ne suffit pas. Ça se passe comment ? Ils prennent 2 personnes, ils demandent un projet, un programme, ils les enferment dans une résidence de luxe. Exactement. Ils les enferment, ils en prennent 2, 10, 20. Et là, c'est quasiment un processus d'industrialisation d'écriture. Il faut vraiment comprendre ça. Mais c'est aussi extrêmement fécond. C'est-à-dire, c'est une espèce de ping-pong sans cesse. Il y a des centaines et des centaines de post-it sur les murs et qui vont bouger comme ça. On fait bouger les scènes. On crée des personnages très forts, extrêmement fort, auquel on va s'attacher. Il y a aussi souvent, je dis pas toujours, mais souvent, un leadership. Il n'y a pas un groupe. Il y a une héroïne. Il y a un héros auquel on va peut-être plus s'identifier que s'il y a 10 personnes et finalement on finit par s'y perdre. Ça ne veut pas dire que les séries chorales de type 10% ne marchent pas, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. Mais souvent, aux États-Unis, ils sont dans ce personnage, pas unique, mais quasiment, ou en tout cas en duo parfois aussi. Virginie Martin, les yeux dans les yeux. Dites-moi la vérité. Vous avez fait ce bouquin avec une intention politique précise pour tourner la réalité en dérision, ou au contraire de dire non, ne désespérez pas, vous n'avez pas de programme, vous n'avez pas d'idée, regardez les séries télévisées, ça va peut-être vous inspirer, vous qui êtes nuls. Ça traduit quand même un certain niveau d'abaissement du niveau culturel de la classe politique française. C'est-à-dire que dans ces séries, le problème quand même, c'est que elle raconte les crises, elle raconte les intrigues, elle raconte la communication, elle raconte les gestions de très grande scandales. Diversité de thématiques, je suis d'accord. Tout ça, c'est extraordinaire, la géopolitique, avec Fauda, les traumatismes du terrorisme, etc., avec En thérapie, c'est extraordinairement riche. Mais ce qui manque, ce sont les programmes. Justement. On sort pas rassuré. Hein. C'est un chef-d'œuvre, c'est passionnant, ça révèle, ça raconte plein de choses. On sort pas rassuré. On se dit mais finalement, est-ce qu'on va être régi par des séries américaines? Est-ce que notre élite politique ne pourra être inspirée comme elle lit plus? Hein, vous savez, qu'est-ce qu'il avait lu Hollande, le Petit Prince? Il avait relu Le Petit Prince. Oui, je crois que c'était ça. Et puis Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, n'avait pas. Oui, c'est ça, exactement. Fleur Pellerin n'avait rien à lire. Exactement. Et là, vous nous dites mais c'est pas grave, il y a des séries américaines. C'est pas grave.
pas Dallas, heureusement. C'est pas encore que dans Dallas. Encore que. Et certains partis politiques, on se demande si c'est pas Dallas qui les a inspirés. Mais regardez, par exemple, là, ils ont fait, je crois, chez Renaissance ou chez les jeunes avec Macron, je ne sais plus exactement, je crois que chez les jeunes avec Macron, ils ont repris, comme avec un grand bonheur, le Forcheur de Macron, et ils l'ont remixé, mais au profit de Macron. Voilà, c'est ça. Oui, au profit de Macron. Qui est à l'écoute. Et ça a été tourné en dérision dans le monde entier et ils en ont fait quelque chose. Bon, pourquoi ne pas retourner le stigmate, en effet. Mais on voit bien à quel point il y a une délectation, il y a une forme de façonnage Netflix de la vie politique, néanmoins. Alors, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les scénarios sont tous américains. Il y a quelques situations françaises. Est-ce que nous avons quand même, dans notre réalité, dans notre actualité politique, de quoi faire? Si des Américains venaient, est-ce qu'on aurait chez nous, entre M. Sarkozy, M. Jacques Lang, M. Hollande, M. Mélenchon, est-ce qu'on aurait de quoi faire un petit peu un truc qui nous amuse le soir, un peu animé? Qui nous amuse, parce qu'elles ne sont pas toujours amusantes. Si vous prenez Years and Years, par exemple, c'est plutôt... Ah non, c'est tragique. Voilà, c'est tragique. Donc, on n'est pas sûr que ça soit très amusant. Pour que ce soit amusant, il faut le tourner de manière dérisoire et vouloir... Est-ce que l'actualité politique française est télégénique? L'actualité française est télégénique. Vous prenez, par exemple, le duo Bardella-Le Pen, on peut en faire 3 saisons. Vous prenez le psychodrame de Nicolas Sarkozy et ses quelques jours de prison, vous en faites une série. J'en passe et des meilleurs. Et évidemment, des événements extrêmement tragiques comme on connaît actuellement. On peut faire des séries, bien sûr que c'est extrêmement télégénique. Le côté jupitérien, narcissique de Macron est un personnage sériel par définition. Et il y a aussi, par exemple, Volodymyr Zelensky, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais il y avait une série Serviteur du peuple. Il jouait le personnage principal, et le serviteur du peuple, c'était quoi? C'était lui le personnage principal. C'est déjà un acteur. C'est ça, c'était un acteur avant d'être un président. Virginie, est-ce que vous n'êtes pas tentée, tel que je vous entends, de passer un jour derrière la caméra? Derrière la caméra, j'en serais bien incapable, mais écrire des scénarios, oui, d'écrire un scénario bien et sûr, de tourner un film. Bien sûr, absolument, avec grand plaisir. Et il y a des situations aujourd'hui en France qui sont tout à fait... J'en ai quelques-unes dans mes tiroirs. Qui sont tout à fait filmables. Est-ce que là, on a, comme président de la République, on a eu des avocats, on a eu des intellectuels. Là, depuis quelque temps, on a des banquiers. Ce sont tous de très grands communicants. Et là, vous prouvez bien que la communication, aujourd'hui, est la matrice principale de l'endoctrinement politique. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourrait avoir un acteur à l'Élysée, parce que autant passer de la série, de passer directement à l'acte, et d'aller de la série télévisée au poste ministériel ou au siège présidentiel. Mais Trump, c'est quoi, au départ? C'est un personnage de médias? C'est que ça? C'est à la fois un grand financier d'agent immobilier, etc., qui fait de l'argent à New York, mais il est tout de suite dans la télé-réalité, il est tout de suite un personnage médiatique, il est tout de suite un acteur du paysage médiatique télévisuel. Vous étiez pas né, Yves Montand avait animé une émission qui s'appelait La Crise, et tout de suite après on avait dit Yves Montand président. Aujourd'hui on a quelques personnalités du spectacle. Coluche, c'était le cas, on a parlé d'Hanouna, on s'est dit est-ce qu'un acteur ne pourrait pas incarner une mission politique, alors que là dans votre livre, tout est prêt pour. Tout est prêt pour, oui, parce que des personnages, vous parlez d'Hanouna, on peut parler de Vincent Lindon dans un autre genre, et puis les gens peut-être sont prêts aussi à faire confiance peut-être à autre chose, un autre paradigme en fait. Voilà, on en a marre, on a essayé ça, on a essayé les énarques, on a dégagé les énarques, et puis on a pris ça, et finalement qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Mais c'est pas que les personnages ne marchent pas, c'est que la situation est trop complexe et nous dépasse tous finalement. Est-ce qu'on peut pas considérer à un moment donné qu'Emmanuel Macron est en train de tourner un film? C'est pas un quinquennat, un décennat, c'est une série télévisée qu'il nous anime. Alors il a des alliés qui s'appellent Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella. Il a des complices. Tout ça est une grande comédie, la comédie du pouvoir de Françoise Giraud. Vous vous souvenez qu'elle avait donné un film. C'est Trintignant qui jouait Mitterrand, c'était sur L'Enfant caché. On y revient, mais là cette fois c'est pas derrière la caméra. La caméra, elle est dans le palais présidentiel, elle est dans les ministères. Quand vous voyez l'épisode Forcheur avec ses lunettes, qui réfléchissent J'y pensais en disant ça. Mais franchement, on est, je pense, plus de la moitié de la population à avoir pensé que c'était de l'IA. Je suis persuadé que beaucoup de gens ont pensé que c'était un fake. Vous voyez? Vous ouvrez une lucarne, pas rassurante non plus. Exactement.
Tout va finir avec l'intelligence artificielle, la fiction, la réalité, les programmes politiques. Il y a ça aussi. Il y a la porte ouverte, la porte est grande ouverte, effectivement, à la présence de l'IA. Donc ça veut dire des fake news. C'est quand même très problématique, véritablement. De savoir, et on le voit, c'est dans Years and Years, il y a cela aussi, parce que Years and Years, c'est sur le nationalisme. C'est une série passionnante, extrêmement forte, mais à la fin des saisons, on commence à intégrer la tech dedans. La tech, avec ses fake news, ses news, son intelligence artificielle, etc. Et là, on bascule presque dans une série très connue aussi, qui s'appelle Black Mirror, dont on ne traite pas, mais là, on arrive effectivement sur cette technologie toute puissante et qui peut nous raconter à notre place, en fait. Vous ouvrez des perspectives, je ne vais pas dire effrayantes, mais en tout cas effarante. Il va falloir maîtriser tout ça. On voit bien l'emprise, alors c'est l'emprise de l'écran, bien entendu. Bien sûr. Et puis on remplace toutes nos sciences sociales, nos sciences humaines par un programme télévisé. Et puis il y a qu'à puiser dedans. Je recommande la lecture Jeu de pouvoir parce que on peut dire a priori, oui, est-ce que c'est intellectuel? Il y a des moments où il y a un peu d'intellectuel, forcément, mais en même temps, ça raconte les choses telles qu'elles sont, et ça vous parle dans la réalité d'une émission de télé. Et ben, on voit bien l'image subliminale. Vous vous souvenez de la phrase de Patrick Lelay: mon métier consiste à mettre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola pour vendre mes produits. Exactement. Est-ce qu'un jour, on n'aura pas des séries télévisées qui seront là pour mettre du temps de cerveau disponible au service d'une idéologie? Alors, a priori, c'est déjà fait, puisque Netflix va maintenant adapter les placements de produits à votre consommation qu'il aura repéré sur vos algorithmes d'achat. Bon, Virginie Martin, merci d'avoir été là. Avec plaisir. Votre présence, ça a été un échange passionnant, un des plus pertinents que j'ai eu jusqu'à présent. Et je vous dis, au début, j'étais pas convaincu, mais il fallait le dire. Vous reviendrez parce que je pense qu'il y aura une suite. J'espère. Et puis si un jour vous passez devant la caméra, on viendra évidemment. Ça sera peut-être pas dans cette émission, mais vous viendrez nous dire comment la politique française est plus que jamais un spectacle. Quant à nous, je vous dis, oui, il va falloir attendre lundi pour se retrouver, puisque c'est jeudi. Demain, vous avez André Berkoff qui va reprendre cette émission avec la même vigueur, avec la même détermination qui est la mienne, qui est celle de Sud Radio. Et puis là, je vous laisse en douceur. Alors, c'est le jeu de pouvoir, c'est le jeu de l'amour avec Brigitte Lahaye qui va me succéder. Je vous embrasse tous et je vous dis à lundi. Sud Radio.